Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'espace. L'immensité obscure, longtemps mystérieuse, a nourri l'imaginaire des hommes, des martiens aux soucoupes volantes. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les grandes puissances ont voulu conquérir l'espace et s'y confronter. La guerre froide raconte cette compétition entre Washington et Moscou. Mais désormais, la géopolitique de l'espace se complexifie avec de nouveaux acteurs. Vous allez voir qui ne sont plus seulement des États, des industriels et notamment Elon Musk s'invite dans cette compétition. La société de Musk, SpaceX, a ainsi lentement mais sûrement disposé ces 20 dernières années dans l'espace une méga constellation de satellites, lesquels proposent leurs services au monde entier, accès à Internet et moyens de renseignement et d'observation inégalés. Voilà qui donne à Musk un pouvoir démesuré, celui de fournir ou non du renseignement à l'armée ukrainienne sur les activités militaires russes, par exemple, au gré des fluctuations géopolitiques de Trump. L'occasion pour nous de vous proposer une expédition dans ce nouvel espace en voie de privatisation. Sortons nos cartes. Au XXe siècle, l'espace est d'abord le lieu d'un affrontement géopolitique entre les deux superpuissances, États-Unis et URSS. Ce qu'on appelle alors la conquête spatiale est dans un premier temps dominé par les soviétiques. Lancement du premier satellite artificiel Spoutnik en 1957, puis premier homme en orbite, Yuri Gagarin, en 1961, avant que les États-Unis ne prennent leur revanche lorsque Neil Armstrong marche sur la Lune le 21 juillet 1969. Alors depuis, bien sûr, d'autres pays ont acquis la capacité de lancer des satellites. La France, le Japon, la Chine, l'Angleterre, puis l'Inde, Israël, l'Iran, la Corée du Nord, la Corée du Sud et plus récemment la Nouvelle-Zélande. Les bases de lancement de Cap Canaveral en Floride et de Baïkonour au Kazakhstan sont toujours les plus emblématiques de l'activité spatiale, mais une vingtaine de sites sont aujourd'hui opérationnels. En 2024, 141 tirs de fusée ont eu lieu depuis le sol américain, 68 depuis la Chine, 17 depuis la Russie, 13 depuis la Nouvelle-Zélande, 7 depuis le Japon, 5 depuis l'Inde, 4 depuis l'Iran, et puis 3 tirs européens depuis la base de Kourou en Guyane française et un tir nord-coréen. La domination américaine dans l'espace est proportionnelle au budget qu'ils y consacrent. L'équivalent de 60 milliards d'euros par an pour leurs programmes civils et militaires, contre officiellement 12 milliards pour la Chine, 11 milliards pour l'Union européenne et environ 2,5 milliards pour la Russie. Au-delà des bases de lancement, l'activité spatiale nécessite des infrastructures tout autour du globe pour maintenir le contact avec les lanceurs et les satellites. Vous voyez ici les sites de surveillance américains, les Russes, les Chinois et les Européens. Certains de ces sites permettent également de surveiller les satellites des autres pays et peuvent aussi assurer une fonction d'alerte en cas de détection de missiles balistiques. C'est toute la dualité de l'activité spatiale qui, d'un côté, encourage la coopération internationale, mais de l'autre, fait peser la menace d'offensives militaires intercontinentales. L'inventaire des pays dotés de lanceurs recoupe d'ailleurs presque exactement celui des pays possédant l'arme atomique. Posséder des capacités spatiales et nucléaires constitue le déterminant des nations les plus puissantes. Alors intéressons-nous d'abord aux missions scientifiques. 2 stations spatiales habitées sont actuellement en orbite à environ 400 km de la Terre, la Station spatiale internationale et la Station spatiale chinoise Tiangong, le Palais céleste. S'y ajoutent les missions d'exploration, comme le prélèvement de matière sur la face cachée de la Lune par la sonde chinoise Chang'e 6 ou la recherche de traces de vie sur Mars par le robot Persévérance de la NASA, ou le prélèvement d'échantillons sur l'astéroïde Ryugu par la sonde japonaise Hayabusa 2, ou encore l'exploration des lunes de Jupiter, objectif de la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne. Mais en fait, l'essentiel de l'activité spatiale se concentre à proximité de notre planète. Les satellites permettent en effet de surplomber n'importe quel endroit de la Terre en toute légalité, puisqu'ils se situent au-delà de l'espace aérien des États. Les satellites d'observation jouent ainsi un rôle essentiel dans le renseignement militaire, mais aussi dans la prise de conscience des enjeux écologiques globaux.
Les satellites dédiés aux télécommunications, eux, contribuent aux retransmissions télévisées, à la téléphonie mobile, à Internet ou dans le domaine militaire, aux communications cryptées. Enfin, les satellites permettent la géolocalisation, une fonction là aussi initiée dans le domaine militaire avec le GPS, avant d'avoir été ouvert aux marins et aujourd'hui à toute personne qui dispose d'un téléphone portable. Le GPS américain, avec sa trentaine de satellites, est aujourd'hui concurrencé par le système russe GLONASS, l'européen Galileo et le chinois Beidou. Aujourd'hui, plus de 90 pays possèdent au moins un satellite. Et sur les 11 000 qui sont actuellement actifs dans l'espace, plus de 7 000 appartiennent à une seule société privée américaine, SpaceX, fondée, on l'a dit, par le milliardaire Elon Musk. Alors qu'historiquement, les stratégies spatiales répondaient aux besoins définis par et pour les États, depuis une quinzaine d'années, on assiste à une implication de plus en plus forte du secteur privé. C'est ce qu'on appelle le New Space, le nouvel espace, dont la société SpaceX d'Elon Musk est la plus représentative. Ces nouveaux acteurs, ils complexifient les relations internationales dans l'espace, et c'est ce qu'on va voir maintenant. 86% des satellites placés en orbite en 2024 appartiennent à des opérateurs privés et 70% ont été lancés par des sociétés commerciales telles que Rocket Lab, fondée par le néo-zélandais Peter Beck, ou SpaceX d'Elon Musk. Grâce à son lanceur Falcon, célèbre pour pouvoir être partiellement réutilisé, SpaceX a fait du lancement de satellites un marché concurrentiel. Elle a divisé par 5 les prix de lancement, ramenés à environ 1 500 € par kilo en orbite basse, obligeant les lanceurs historiques comme Ariane à revoir leur stratégie commerciale. Conséquence, le nombre de satellites croît de manière exponentielle. Alors qu'il y en avait seulement 2000 en 2018, il y en a aujourd'hui, on l'a dit, plus de 11 000. Historiquement, l'orbite géostationnaire, située à 36 000 km d'altitude, était la plus occupée, parce que c'est la distance à laquelle un satellite peut tourner de manière synchrone avec la Terre, ce qui permet de faire pointer les antennes terrestres vers un point fixe. Mais aujourd'hui, les orbites basses sont privilégiées, parce qu'elles sont beaucoup moins chères à atteindre et qu'une connexion continue est désormais possible via le passage de relais d'un satellite à un autre. C'est notamment le cas pour la flotte de satellites Starlink de SpaceX. Starlink, actif depuis 2019, est un réseau de satellites très légers, envoyés par dizaines à chaque lancement, dont l'objectif est de fournir un accès à Internet en tout point de la Terre grâce à un simple récepteur. 7 000 de ces satellites sont opérationnels et leur nombre devrait atteindre 12 000 prochainement, voire 42 000 à terme, selon les déclarations d'Elon Musk. De son côté, la Commission européenne a décidé en mars 2023 du lancement du programme Iris-Carré pour assurer l'autonomie de ses télécommunications gouvernementales, tandis que la Chine a commencé le déploiement de 3 constellations, Tianfan, Guowang et Jili, qui devraient comprendre à terme de quelques centaines à plusieurs milliers de satellites chacune. Citons enfin la constellation européenne OneWeb, qui comprend déjà 700 satellites actifs, et le projet de constellation Kuiper annoncé par Jeff Bezos, le patron d'Amazon. L'intérêt des flottes de satellites réside aussi dans ce que l'on appelle le taux de revisite, c'est-à-dire la fréquence de passage au-dessus du même point du globe. Cette fréquence permet d'analyser l'évolution d'une situation sur la Terre. Ces applications peuvent être civiles, elles permettent par exemple de constater l'impact d'une catastrophe écologique, et bien sûr militaires, lorsqu'il s'agit de suivre les manœuvres d'une armée ennemie quasiment en temps réel. La dépendance croissante à la technologie spatiale, que ce soit dans le domaine civil ou militaire, explique aussi le développement de programmes dits contre-spatiaux, qui ont pour objectif de détruire ou de rendre inopérants les satellites de nations adverses. Ainsi, en 2007, la Chine a procédé à un tir de missile pour détruire un de ses propres satellites et démontrer sa capacité antispatiale. Les États-Unis ont répliqué en détruisant à leur tour l'un de leurs satellites en 2008, suivi par l'Inde en 2019 et la Russie en 2021. Ces tests, qui ont occasionné de nombreux débris dangereux pour tous les satellites présents sur leurs orbites, conduisent les États à envisager d'autres moyens de neutralisation des capacités adverses, notamment l'utilisation de lasers ou de cyberattaques.
Enfin, depuis sa réélection, le président Trump a réactivé l'idée d'un bouclier spatial antimissile, le Golden Dome, capable de détecter et de détruire des missiles intercontinentaux. Présenté comme étant exclusivement défensif, ce projet pourrait néanmoins contrevenir au principe d'un espace démilitarisé prévu par le traité international sur l'espace de 1967. Une initiative d'autant plus controversée que le président américain envisage parallèlement de baisser de 50% le budget recherche de la NASA et a décidé de l'éviction de sa scientifique en chef, Catherine Calvin, spécialiste du climat. Voilà pour ce survol d'un espace en voie de privatisation, un phénomène qui s'accélère sous la présidence Trump, lequel a renforcé l'influence d'Elon Musk tout en affaiblissant le secteur public de l'espace, la NASA. Le fait que l'occupation de l'espace ne soit plus réservée aux États démultiplie de fait les acteurs qui y sont présents et cela pose évidemment des problèmes majeurs de contrôle et de régulation dans ce qui est censé être un espace commun. D'autant qu'Elon Musk a un projet plus ambitieux et autrement plus fou que de poser simplement des satellites dans l'espace. Musk fantasme des vols non habités, puis habités vers Mars entre 2026 et 2028, puis la création d'une ville martienne durable et autosuffisante d'1 million de terriens d'ici 2050. Pour aller plus loin, cet ouvrage de Florence Gaillard-Zborowski, Géopolitique de l'espace à la recherche d'une sécurité spatiale. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt.